Il vous est déjà arrivé de vous demander comment vous ne vous reconnaissiez pas alors que vous êtes un individu à haut potentiel, ou pourquoi il est difficile d'identifier un individu à haut potentiel dans nos sociétés aujourd'hui. Pourquoi il est difficile du coup, parce qu'il n'est pas identifié, du coup de pouvoir l'accompagner correctement, de façon à ce qu'il se développe harmonieusement, parce que c'est fondamental pour lui. Et bien souvent on se pose aussi cette question. C'est pas une maladie, être à haut potentiel, et pourtant ça crée beaucoup de difficultés et voire de souffrances chez certains individus. Alors, j'aborderai aujourd'hui la théorie avec vous des intelligences multiples et pour ça, un petit peu de contexte, d'histoire, parce que quelque part, pour être un individu harmonieusement développé en tant que haut potentiel, il est fondamental et c'est vraiment un critère qui revient systématiquement, que l'environnement socio-affectif y soit favorable. Parce que sinon il ne se développe pas, il ne s'identifie pas et donc il ne peut pas être au top de son potentiel. Alors je vous rappelle déjà une information importante, c'est que quand on est un haut potentiel, eh bien ça ne signifie pas qu'on est à 100% de son potentiel. C'est-à-dire qu'on peut avoir un champ, un territoire qui est à notre disposition, sur lesquels on peut avoir des facilités, mais pour autant avoir ressenti des blocages pour pouvoir aller explorer et être à 100% du potentiel dans chacun de ces territoires. Alors pour vous expliquer un petit peu comment finalement dans les sociétés, dans notre société occidentale, en France, mais on peut aussi reconnaître ça dans différents pays occidentaux, c'est que finalement, jusqu'à présent, jusqu'à il y a un siècle peut-être, on avait une définition, ou en tout cas une perception de l'intelligence qui était très intuitive. Jusqu'au jour où en 1900, à Paris, une administration a demandé à un scientifique, à un psychologue, Alfred Binet, de pouvoir créer, fabriquer, développer un outil qui serait capable d'évaluer de façon scientifique le potentiel de compétences de certains enfants de l'école élémentaire, de façon à pouvoir justement les accompagner, en déterminer en fait le profil, les compétences et savoir jusqu'où les amener au niveau scolaire. Et c'est comme ça qu'Alfred Binet a créé le test de QI, c'est une échelle d'évaluation de l'intelligence, donc du quotient intellectuel, qui a eu énormément de succès, qui a été en fait utilisé beaucoup dans la société à cette époque-là, mais qui était quand même basé sur des valeurs d'intelligence qui étaient essentiellement sous la forme de l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbo-linguistique. Même si ça a bien fonctionné durant un certain temps, on s'est rendu compte quand même que ça avait des limites. Ça avait des limites parce que finalement, si on observe bien, eh bien, les individus ne sont pas dotés uniquement de ce type d'intelligence-là, ou en tout cas, on a observé depuis, par des études scientifiques, qu'il y avait d'autres façons, d'autres compétences qui étaient aussi importantes, mais qui n'avaient pas été prises en compte dans cette échelle d'évaluation de l'intelligence. Donc, si encore aujourd'hui on utilise le test du quotient intellectuel, donc de QI, et certains autres tests qui ont été développés issus de la même veine de ce test du QI, finalement, on passe au travers, en tout cas, il y a un certain nombre d'individus qui n'ont pas des capacités
soit dans ces formes d'intelligence logico-mathématique et verbo-linguistique, ou qui en ont un niveau élevé, ou en tout cas qui ont d'autres compétences, finalement, peuvent passer à la trappe, peuvent être caractérisés ou identifiés comme des individus qui n'ont pas une forme élevée d'intelligence, et pour autant on se rend compte qu'il y a quand même des compétences qui sont présentes, mais qui du coup ne sont pas développées parce que ne sont pas accompagnées. Donc ce qu'il est important de savoir, c'est que lorsque on développe des outils d'échelle d'évaluation, et bien derrière, en termes d'intelligence en tout cas, derrière automatiquement il y a le système d'éducation, d'enseignement scolaire qui est au niveau sociétal, au niveau de la société, des institutions, qui est développé en conséquence. Ce qui fait que encore aujourd'hui, en France et dans d'autres pays occidentaux, le système scolaire est développé sur des pédagogies issues des constatations et du développement de cet outil du test du quotient intellectuel. Donc en fait, on voit que finalement, encore une fois, eh bien, certains individus vont se sentir complètement idiots ou pas du tout accompagnés sur d'autres formes d'intelligence qui sont pour autant essentielles parce que, en tout cas en France et dans d'autres pays occidentaux, on valorise essentiellement la forme d'intelligence logico-mathématique et verbo-linguistique pour déterminer qu'un individu a des compétences intellectuelles à une échelle plus ou moins importante. Et donc, ça va déterminer l'avenir qu'on va lui préparer. Parce que du coup, les éducateurs, les professionnels qui sont habilités à déterminer, à identifier cette échelle de valeur vont passer à côté d'un certain nombre d'individus qui auront d'autres compétences et non des moindres. Donc l'intelligence, c'est en fait la faculté de résoudre des problèmes ou de produire des biens qui ont de la valeur dans une ou plusieurs cultures ou collectivités. Donc on comprend bien là que en fonction de l'environnement culturel, socio-affectif, de culture, de société, eh bien, vous savez très bien, comme moi, qu'on ne vit pas de la même façon partout, plus ou moins proche de la nature, avec des enjeux et des problématiques liées à l'environnement qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc on va, suivant les cultures et les sociétés, développer certaines compétences plus que d'autres. Le problème, je le rappelle, c'est que le test de QI, l'échelle de valeur sur laquelle nous fonctionnons, et nous avons développé le système éducatif en Occident et en France, c'est uniquement sur la forme d'intelligence logico-mathématique et verbo-linguistique. Donc c'est Howard Gardner, qui est un psychologue et neurologue diplômé d'Harvard, donc américain, qui est un professeur en cognition et éducation, donc système éducatif, et psychologue, qui enseigne à Harvard et d'autres universités aux États-Unis, qui a en 1983 émis, après des études, après un certain nombre d'expériences et d'observations dans ces zones, dans ces univers-là, qui a fondé la théorie des intelligences multiples. Donc Howard Gardner a travaillé sur les lésions cérébrales et leurs conséquences sur les individus qui ont eu à subir des accidents où certaines zones du cerveau ont été lésées. Et il constate que les personnes qui sont privées de facultés intellectuelles précises sont néanmoins capables d'en amener d'autres, des facultés intellectuelles, à d'autres niveaux. Donc déjà, il constate
qu'il y a différentes formes d'intelligence et que ce n'est pas par exemple qu'une zone du cerveau qui va avoir un impact sur la forme logico-mathématique d'intelligence va empêcher le fait que l'individu ne soit pas compétent dans d'autres domaines. Il va aussi travailler, Howard Gardner, avec une population qu'il nomme comme des idiots savants, ce qu'on appelle des autistes. Alors il utilise ce terme en toute bienveillance, hein, qui du coup sont caractérisés par une défaillance de forme d'intelligence, mais qui pour autant font valoir des compétences extrêmement brillantes sur d'autres champs. Donc encore une fois, il constate que les différentes formes d'intelligence sont beaucoup plus vastes que celles uniquement de logico-mathématiques et verbo-linguistiques, et que eh bien, on peut en développer certaines, pas d'autres, être défaillant en fait dans d'autres. Donc en fait, il arrive à la conclusion, et c'est en 83 qu'il produit un livre, et donc la théorie des intelligences multiples, que donc il y a différentes formes d'intelligence, indépendantes les unes des autres, et que si certaines sont défaillantes, les autres ne sont pas affectées. Et donc on va parler de ces différentes formes d'intelligence qui sont au nombre de 8 et demi. Et vous allez voir pourquoi. On va prendre ce temps pour détailler ces différentes intelligences afin que vous puissiez identifier ce qu'elles sont et pouvoir reconnaître le bouquet d'intelligence qui est le vôtre ou celui de la personne dont vous ressentez qu'il est un profil haut potentiel. Donc tout d'abord, l'intelligence logico-mathématique, qui est la capacité de logique, d'analyse et d'observation, ainsi que de résolution des problèmes. Donc elle permet l'analyse des causes, des conséquences d'un fait, l'émission d'hypothèses, de la compréhension de phénomènes complexes, la déduction, la manipulation des chiffres et l'exécution des opérations mathématiques. L'individu qui est doté de cette forme d'intelligence, il va rechercher des liens logiques entre les concepts et les idées. Il a besoin de formuler une hypothèse et de l'appuyer par des exemples. Il arrive à catégoriser, classifier, il utilise en fait une déduction sous forme d'abstraction. Donc c'est tout l'univers des chiffres, des mathématiques, c'est le 1 plus 1 égale 2, c'est le respect d'un certain nombre de règles très logiques, c'est ce qu'on pourrait nommer en fait toute la partie cartésienne, très typique de l'identité française, de la culture française. Donc l'intelligence verbo-linguistique, elle consiste à utiliser le langage pour comprendre les autres et exprimer ce que l'on pense. C'est l'intelligence des sonorités. Donc ça va être une intelligence qui va structurer le langage, qu'il soit oral ou écrit, qui va permettre de capter une langue pour pouvoir en exprimer dans toutes ses nuances, un petit peu comme un peintre avec toute sa palette de couleurs, et associer vraiment la bonne sémantique à une émotion, à une sensation, à une idée. Donc l'individu qui est doté de cette forme d'intelligence, encore une fois à plus ou moins grande échelle bien entendu, mais celui qui va en être doté de façon très à haut niveau, il va vraiment avoir ce sens de la description, de la syntaxe grammaticale. C'est le poète.
C'est celui qui excelle dans la description et dans la richesse de tous les mots et de toute la sémantique, c'est-à-dire une sémantique précise pour exprimer un certain nombre d'idées, de sensations, de perceptions, pour décrire des scènes. Donc c'est l'écrivain, c'est le poète. Donc l'individu qui est doté de cette intelligence-là, il est vraiment sensible à la forme de communication et au sens des mots. Il se concentre vraiment sur le langage oral et écrit, communique clairement. Sa méthode est stimulée par des mots et des phrases bien construites. Donc l'intelligence visio-spatiale. Elle permet à l'individu de se faire une représentation spatiale du monde dans son esprit. C'est vraiment l'intelligence, la capacité de la navigation. De la situation dans l'espace. Alors pour vous donner un exemple, les navigateurs d'il y a un certain temps et encore aujourd'hui quand il y a des explorateurs ou des courses à la voile, savent et avaient le savoir de pouvoir se situer en fonction des étoiles, en fonction des situations des îles, et pourtant, en fait, ils n'avaient pas de cartographie qui leur était proposée. Donc en fait, c'est cette capacité de pouvoir se repérer, mentalement en fonction d'une information visuelle, mais de pouvoir en établir une cartographie sur différents plans, sur différents aspects. Donc ça donne la possibilité de créer des œuvres d'art artisanales, alors se repérer dans l'espace, hein, bien entendu, d'agencer harmonieusement des vêtements, des meubles, tout ce qui est en fait art plastique, et vraiment va utiliser cette forme d'intelligence pour pouvoir justement positionner des objets, de penser en images, de pouvoir conceptualiser et créer dans les différents plans en fait, et non pas avoir une vision uniquement de 3D. Donc en fait, l'individu qui est doté de cette forme d'intelligence, il va être sensible aux représentations visuelles. Il transforme facilement les apprentissages en images mentales. Il comprend, il visualise mieux. En fait, il comprend beaucoup en visualisant les objets, les graphiques, les images. Son imagination, elle est importante et utile. L'intelligence musicale rythmique, c'est la capacité de penser en rythme et en mélodie, de reconnaître des modèles musicaux, de les mémoriser, de les interpréter, d'en créer, d'être sensible à la musicalité des mots et des phrases. La musique est une forme de langage universel. Elle a de tout temps, dans toutes les cultures, été fondamentale. Quand au niveau de l'imagerie neuronale, on ne voit que quand on sollicite en fait la zone qui constitue la zone cérébrale qui est en résonance en fait avec l'activité, la production, l'écoute de musique, est reliée à d'autres sphères du cerveau. Donc ça veut dire aussi une information importante, c'est que Howard Gardner a observé que en générant et en stimulant une forme d'intelligence, il pouvait aussi y avoir une activité transverse qui sollicite d'autres formes d'intelligence. Chaque forme d'intelligence pouvant être localisée dans une zone du cerveau ou quelquefois le cumul de la résonance et de l'activité de différentes zones du cerveau. Donc, l'intelligence musicale et rythmique est fondamentale. Elle génère une fréquence particulière qui est une forme d'intelligence. L'individu qui est sensible, qui développe une caractéristique à cette forme d'intelligence-là, est sensible aux mélodies, au rythme. Il aime, il comprend la musique, elle le relaxe.
et il peut utiliser du coup le rythme pour apprendre. C'est-à-dire que ça peut être un outil pour pouvoir favoriser l'apprentissage. Chaque forme d'intelligence étant aussi développée, donc suivant l'individu, va être aussi une porte d'entrée pour faciliter l'apprentissage. Donc ça peut être apprendre ses leçons ou apprendre les choses qu'il faut retenir en musique, en mélodie ou en rythme. On peut remarquer que bien souvent, les mélomanes, les personnes qui sont dotées de cette forme d'intelligence musicale et rythmique, sont bien souvent, observez-le, très bons en langue quand il s'agit d'apprendre des langues étrangères. Il y a une sonorité, il y a quelque chose qui se passe et qui facilite l'apprentissage des langues. Et de même, chez les enfants jeunes qui sont habitués à entendre différentes langues autres que une de plus que la langue maternelle, sont beaucoup plus sollicités dans certaines zones du cerveau et qui fait qu'ils apprennent beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement d'autres langues. L'intelligence kinesthésique corporelle est l'intelligence qui est en lien avec la capacité de générer des mouvements spécifiques du corps qui ne soient pas générés par un automatisme, une réaction automatique. Par exemple, comme le médecin faisait à une certaine époque, ça parlera à certains, d'appuyer, d'envoyer avec son petit marteau un coup sur le genou et paf, la jambe se lève automatiquement. Donc l'intelligence kinesthésique ou corporelle, c'est cette capacité de pouvoir vraiment développer des gestes adaptés à une activité, une opération bien précise du corps et quelque chose de très dans le détail, de très fine. C'est tout ce qui est en lien avec la motricité fine. Et peut-être vous avez pu observer que certains enfants, ou peut-être sur vous-même, en fait, sont plus ou moins développés en motricité, sont à l'aise, plus ou moins à l'aise avec leur corps. D'où l'importance aussi de stimuler dans les premières années de l'enfance pour générer aussi et stimuler certaines formes d'intelligence. Donc la psychomotricité, bien souvent, est observée chez les enfants. Aujourd'hui et depuis certaines années, est poussée par les psychologues, les pédopsychologues, justement à être stimulés chez les enfants parce que du coup, ça leur permet de pouvoir impulser en fait cette forme d'intelligence. C'est savoir se tenir dans son corps, savoir positionner son corps, et même si on n'est pas un athlète, si on n'est pas un danseur ou quelqu'un qui travaille ou qui développe énormément son corps, on a quand même besoin, ne serait-ce que voilà, d'utiliser son corps pour un certain nombre d'outils. Toute cette intelligence a été nécessaire depuis la nuit des temps et notamment a commencé à se développer au niveau de certaines régions cérébrales de par l'utilisation d'outils perfectionnés, de plus en plus perfectionnés. Donc en fait, l'intelligence kinesthésique permet, c'est la capacité de réaliser des tâches nécessitant une motricité fine, pour apprendre aussi en manipulant des objets, pour faire des exercices physiques ou pratiquer des sports, mais aussi de l'artisanat. Ça peut être vraiment de l'artisanat, les orfèvres, tout ce qui demande une motricité vraiment fine et un savoir-faire très spécifique. Ça peut être aussi en lien avec la danse, une activité artistique, théâtrale, un chirurgien aussi. L'intelligence interpersonnelle, c'est l'intelligence sociale. C'est cette capacité de détecter chez différents individus
leur motivation, leur fonctionnement, leurs pensées, leurs intentions, même non avouées. C'est un petit peu ce qu'on pourrait caractériser comme ce langage non verbal. C'est cette capacité de capter, ce que j'appelle moi de scanner les gens, rien qu'en les entendant, en les écoutant parler, en utilisant, en captant la sémantique, les mots qu'ils utilisent, leur façon de se comporter dans leur corps, comment ils sont habillés, arriver à détecter un certain nombre d'indices multiples à tout niveau, le timbre de leur voix par exemple aussi, pour pouvoir capter comment ils fonctionnent, quelles sont les intentions sous-jacentes, qu'est-ce qui les anime. Et donc cette intelligence, elle est fondamentale parce que elle va permettre à l'individu qui en est doté de pouvoir adapter sa sémantique, son discours, son comportement, sa posture vis-à-vis de chaque personne individuellement, pour que la communication ou l'information qu'il y a à passer soit accueillie par la personne. Parce que pour pouvoir établir un contact relationnel et qu'il y ait échange social, quel que soit le motif de cet échange social, il est important de pouvoir parler la langue quelque part ou de capter ce qui intéresse, ce qui touche la personne que l'on a en face de soi. Et donc on ne va pas forcément utiliser le même discours, la même façon de s'exprimer, la même attitude, parce que la concordance de tout cela, c'est-à-dire une posture, une sémantique particulière, le timbre d'une voix, la façon dont on est habillé, la façon qu'on a de communiquer, le parfum qu'on a, les couleurs qu'on porte, eh bien, est déterminant pour arriver à rentrer dans une sphère où la personne en face va se sentir en confiance. Et c'est à ce moment-là que du coup, elle va pouvoir ouvrir la porte et vous laisser rentrer. Donc la personne qui est dotée de cette forme d'intelligence est dotée de grande empathie, elle développe beaucoup la coopération, la tolérance, et en fait elle va avoir cette capacité de résoudre des problèmes relationnels assez facilement avec les autres. Et en fait, elle va être capable de comprendre et de générer des solutions valables pour aider les autres, d'accord? Donc ça va être une personne, des individus qui vont beaucoup être justement dans cette capacité de capter l'autre, d'être à l'écoute, de s'inscrire dans un projet participatif, collaboratif, de se dire ok, moi j'ai ces idées-là, ces valeurs-là, je sens néanmoins, malgré le langage ou le comportement qu'il a, que cette personne a aussi ces mêmes valeurs, où je peux le détecter justement au travers de son langage, de sa sémantique et de son comportement. Et quelque part, il y a un lien commun. On va créer un espace où on va pouvoir se rencontrer, ou chez l'un ou chez l'autre, ou un autre espace de rencontre. Donc l'individu qui est doté de cette forme d'intelligence, il va être très sensible aux réactions et aux besoins de son entourage. Il préfère apprendre en coopérant avec les autres, pas forcément seul dans son coin et isolé. Ça, c'est une dimension très importante. Ça veut dire que si cet individu est isolé dans son coin, il va moins marcher, il va être moins stimulé. Il a besoin de travailler en équipe. Il va nouer facilement des relations. Et il est à l'écoute des idées des autres. Donc il a vraiment une notion d'échange dans la caractéristique de l'intelligence interpersonnelle. C'est l'intelligence sociale. Alors l'intelligence intrapersonnelle a les mêmes caractéristiques que l'intelligence interpersonnelle, mais ça va être
dirigée vers soi-même. C'est-à-dire que l'intelligence intrapersonnelle, c'est l'aptitude, la capacité à faire de l'introspection, à revenir à l'intérieur de soi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à être dans l'empathie, mais de soi, à identifier ses sentiments, à analyser ses pensées, ses comportements et ses émotions, de façon à en déterminer une cartographie et une évaluation juste de ses capacités, ses compétences et de pouvoir très facilement, objectivement en fait, se comprendre soi et savoir où on en est, ce qu'on est capable de faire et ce qu'on est potentiellement aussi capable de faire. Ça permet l'intelligence intrapersonnelle aussi de constater ses limites, de pouvoir éventuellement aussi justement se stimuler pour aller au-delà. Ça permet de constater ses forces, d'identifier ses désirs, ses rêves, de comprendre ses réactions. C'est la capacité à aller chercher de l'aide en cas de besoin aussi. Alors vous pourrez me dire peut-être que les femmes sont plus naturellement dotées de cette capacité, de cette intelligence intrapersonnelle que les hommes. Encore une fois, les influences culturelles sont très importantes dans le développement ou la défaillance des formes d'intelligence, vous le noterez. Et quelquefois, elles peuvent être encodées très naturellement au niveau génétique, ces formes d'intelligence. 8e forme d'intelligence, c'est l'intelligence naturaliste. Alors celle-ci, Howard Gardner l'a identifiée bien longtemps après les autres. Mais étant donné que une intelligence, c'est cette capacité à résoudre des solutions et produire des biens qui vont être nécessaires, qui vont répondre à des problématiques culturelles, sociétales, donc à des fins individuelles ou collectives, eh bien, il s'est rendu compte que finalement l'intelligence naturaliste était bien présente depuis des millénaires au sein même de différentes sociétés et qu'aujourd'hui encore, actuellement, on peut l'identifier. C'est la capacité de reconnaître, d'utiliser ses compétences, de discriminer, de classifier au sujet de l'environnement naturel. Concernant les animaux, la faune, la flore, les végétaux, les minéraux. Donc cette compétence-là, cette capacité, elle est fondamentale parce que, alors pas du tout reliée ou différente de l'intelligence logico-mathématique, hein, du 1 plus 1 égale 2, c'est vraiment cette capacité de pouvoir observer les différents organismes, les identifier, pouvoir les classifier, les différencier, en déterminer des familles, des cousins, des frères, des sœurs. Et cette compétence, cette intelligence est fondamentale pour amener à la société des informations d'importance capitale pour pouvoir eh bien, prendre soin de chacun, pour pouvoir ériger des modes de fonctionnement, de savoir par exemple, pour vous donner un exemple concret, c'est Darwin, c'est un certain nombre de biologistes qui établissent avant même qu'on en ait officiellement connaissance, qui sont capables de capter qu'il existe des organismes vivants qui ont vocation à réaliser quelque chose de bien précis et dont certains peuvent nous être favorables, c'est-à-dire identifier par exemple au niveau de la flore la caractéristique de plantes qui sont bénéfiques ou au contraire toxiques pour le vivant, de savoir comment les utiliser, comment les combiner. Même chose pour l'univers animal, minéral, et donc en fait
c'est fondamental. Par exemple, je pourrais vous donner l'exemple du docteur Raoult, qui peut être un bon exemple contemporain de cette capacité de pouvoir justement travailler sur des organismes vivants, en avoir cette capacité innée et travailler en même temps, parce qu'une forme d'intelligence, elle peut être arrivée de façon innée à un certain niveau de potentiel, mais qui peut être travaillée et amenée à être développée tout le long de la vie et de l'expérimentation de l'individu. L'individu qui est doté de cette forme d'intelligence, il va noter beaucoup, il va observer son environnement, il perçoit des détails, des nuances de son environnement, il aime prendre soin, d'accord? Alors ça peut, bien entendu, aime prendre soin des domaines qui l'observent, qui l'appellent, que ce soit l'univers animalier, que ce soit les végétaux, que ce soit cultiver un jardin, que ce soit autre chose. Alors forcément, je vous ai donné l'exemple du docteur Raoult pour cette intelligence naturaliste, mais il va être aussi doté de cette forme d'intelligence logico-mathématique qui est l'intelligence scientifique par excellence, en fait, associée à d'autres formes d'intelligence. Mais grosso modo, on va y retrouver des individus qui sont biologistes, qui peuvent aussi, bien entendu, pas forcément en faire leur métier, ça peut être aussi une passion de pouvoir répertorier des espèces, des organismes vivants, de les classifier, d'observer et d'apprendre de comment ils fonctionnent. Et on peut aussi identifier parmi ces individus les cuisiniers, voilà, qui aiment aussi travailler et observer et apprendre des éléments végétaux ou animaliers qu'ils vont utiliser justement pour leur art. L'intelligence existentielle ou spirituelle, philosophique, a été déterminée assez tard aussi, non pas qu'elle n'ait jamais existé, bien au contraire, par Howard Gardner, mais qui en a fait un élément. Alors lui, il l'a carrément classifié dans la 8,5 en fait, forme d'intelligence, parce que c'est encore un petit peu flou, difficile à caractériser, encore que je pense que quand vous en entendrez les caractéristiques et la définition, pour certains ça vous semblera d'une évidence, mais en tout cas on va dire remis dans un contexte d'études, d'observations qu'on pourrait qualifier de scientifiques par des psychologues sur les différentes formes d'intelligence. L'intelligence existentielle ou spirituelle, elle va vraiment se caractériser, et ça peut être très flou, mais on va en mettre, on va à différentes grandes caractéristiques. C'est la capacité à se questionner sur le sens et l'origine des choses, de la vie, à se situer par rapport aux limites cosmiques aussi, c'est-à-dire cette capacité de, voilà, qui je suis moi, par rapport à l'infiniment petit, l'infiniment grand, cette notion qu'on puisse ressentir sans forcément en apporter ou en avoir une preuve matérialisée, tangible, qu'il existe quelque chose d'autre au-delà de nous, que nous ne sommes pas les seuls individus, les seuls êtres vivants dans ce monde, dans cet univers, que la Terre n'est pas la seule planète, même si nous y sommes incarnés, et qu'il y a d'autres systèmes de fonctionnement, d'êtres vivants, que nous n'avons pas rencontrés, mais qui pour autant, nous pouvons ressentir qu'ils existent. La science nous apporte bien entendu des informations et confirmations à ce sujet, mais pour autant, c'est ce qui est attrait à toute cette reliance qu'on peut observer depuis la nuit des temps, que l'humain a toujours eu avec une énergie plus grande
que lui, à laquelle il s'est senti relié. Donc on pourrait dire que c'est tout ce qui est en relation avec l'exercice des rituels sacrés, des chamans, des chefs de clan, de certains leaders de grandes cultures qui étaient reliés à d'autres plans, à d'autres énergies qui étaient répertoriées comme étant Dieu, la source, une énergie plus grande et bienveillante et lumineuse au-delà, et que finalement il n'en était que les en fait vecteurs incarnés sur Terre pour pouvoir être les garants de retranscrire et diffuser cette information issue des plans supérieurs. Donc en fait, c'est vraiment tout ce qui est, et ça en fera sourire certains, parce que Howard Gardner l'a classifié dans une forme d'intelligence, et ça c'est vraiment très intéressant. Alors, encore une fois, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais le fait que cette forme d'intelligence apparaisse dans une théorie qui a été écrite, structurée au XXe siècle, qui existe encore et qui continue d'être développée au XXIe siècle, est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les esprits s'ouvrent, les consciences s'éveillent, et qu'il est fondamental d'intégrer cette forme d'intelligence aussi, puisqu'elle permet, elle nous donne la capacité à penser nos origines et donc notre futur, notre destin, qui nous sommes, qui nous avons été. Je vous rappelle que nous n'avons toujours pas, à l'heure actuelle sur Terre, répondu à la question de qui nous sommes et d'où nous venons, quelles sont nos origines. Donc en fait, c'est vraiment tout cet aspect qui va aussi donner à certains individus la possibilité de pouvoir capter des informations qui sont de l'ordre de l'état modifié de conscience, de connecter à une conscience supérieure qui n'est pas du tangible. Alors là, on est loin du logico-mathématique et du verbo-linguistique. Cette base essentielle et une valeur sûre que l'Occident a mis sur le piédestal de tout le reste. Il s'agit aujourd'hui de constater que cette forme d'intelligence qui permet justement de capter des informations qui ne sont pas encore concrétisées dans la matière, de pouvoir être effectivement les individus qui vont être particulièrement dotés de cette forme d'intelligence vont avoir cette capacité justement de pouvoir canaliser en fréquence alpha, theta, dans des états modifiés de conscience, alors quelquefois avec l'aide de certaines substances, ce que je ne conseille pas forcément, ou sans d'ailleurs, de pouvoir justement canaliser des informations qui ne sont pas produites dans la matière, dans cet espace terrestre, dans la densité de cette matière. Voilà, donc c'est vraiment l'intelligence existentielle ou spirituelle philosophique, c'est ce qui va permettre, c'est ce qui a permis depuis très longtemps de pouvoir aussi élaborer ce qu'on appelle la philosophie, depuis Platon, c'est-à-dire l'observation de comment je suis, comment qui nous sommes par rapport à d'autres ressentis extrasensoriels, édicter des règles de comportement en rapport à la vie, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la vie. En conclusion de cette théorie et de cette reconnaissance des différentes formes d'intelligence dont l'humain est doté, je vais vous inviter à retenir 3 points. C'est que mieux se connaître, c'est mieux exploiter son potentiel. Et que le potentiel, c'est en fait un réservoir de compétences. Chaque individu est doté de ses différentes compétences, caractérisées par ces différentes formes d'intelligence. Chaque individu est unique parce qu'il a un bouquet d'intelligence multiple qui lui est propre.
chaque intelligence étant exploitée par l'individu à plus ou moins grande échelle. Parce que lorsqu'on détermine son bouquet d'intelligence, et donc c'est là où on peut voir si on est un profil un haut potentiel, en tout cas si on fait partie de cette famille de haut potentiel, qui fait qu'on a vraiment une caractéristique de potentialité dans différentes formes d'intelligence, mais ça peut être dans certaines et pas toutes, j'insiste là-dessus. Eh bien, déterminer son bouquet d'intelligence, c'est se donner la possibilité de déterminer les outils qui vont nous être favorables à l'apprentissage. Je vous rappelle ce que je vous disais en début de vidéo, que à chaque savoir finalement, à chaque outil développé pour identifier, caractériser l'intelligence, se structure derrière automatiquement une forme et une façon, une philosophie d'éducation qui va être mise en place pour aider les enfants et les adultes aussi par la suite, mais c'est à l'époque de l'enfance qu'on est en période d'apprentissage essentielle, et de pouvoir déterminer justement les différentes stratégies d'éducation mises en place par les sociétés, par les pays, et en fonction de chaque individu. Donc en fait, ce que nous dit Howard Gardner dans le fondement de cette théorie, c'est que, et ça vous le savez pour beaucoup, certains déjà, c'est qu'en fait on ne peut pas avoir un système d'éducation basé sur une pédagogie, mais plutôt différents outils pédagogiques d'apprentissage qui vont se mettre, qui vont être adaptés à chaque individu, à chaque enfant ou adulte qui est là pour venir accueillir, potentialiser en fait ces formes d'intelligence. Et c'est ça, être pédagogue, enseignant. C'est le rôle de l'enseignant, des pédagogues, des psychologues aussi, c'est de pouvoir être en mesure de développer la connaissance et l'apprentissage de différentes pédagogies et de pouvoir du coup adapter ces différents outils en fonction de l'individu qu'il a en face de lui. C'est ça l'école du futur. Donc là, nous y sommes. Alors pour beaucoup, si vous avez un profil de haut potentiel, vous pourrez dire, et vous aurez raison, il serait temps que ça arrive. Ensuite, il y a cette deuxième information fondamentale en synthèse, c'est que toute intelligence peut être développée si on y travaille. Et ça, c'est fondamental parce que bien souvent, quand on entend et qu'on parle de haut potentiel, on croit que eh bien, si on n'est pas déjà à 100% d'un potentiel et que donc on est brillant dans cette forme d'intelligence ou dans toutes les formes d'intelligence, ou en tout cas les plus reconnues, eh bien, on n'est pas au potentiel. C'est archi faux. D'accord? Donc, ce qui est important de retenir, c'est que toutes les intelligences peuvent être développées. Si vous êtes au potentiel, vous pouvez être à 50% d'une forme d'intelligence tout en ayant le potentiel d'être à 100%. Et donc, il va vous falloir travailler pour aller jusqu'à 100%. Sinon, vous allez vous sentir bloqué. Vous allez sentir que vous êtes contraint et il n'y a rien de pire que d'être bloqué à 50% de quelque chose alors qu'on sait et qu'on a toute la potentialité d'aller encore plus loin que quelqu'un qui serait au taquet quand vous êtes à 50% de l'intelligence, sur cette même forme d'intelligence. D'accord? Donc, quand vous êtes au potentiel, en fait, surtout, l'écueil dans lequel on tombe, souvent, c'est de se croire que cette potentialité, on est déjà à 100% de cette forme d'intelligence ou de ces formes d'intelligence. Ce qui est absolument
faux. Donc en fait, c'est pour ça qu'il est important de détecter, d'identifier les hauts potentiels pour pouvoir justement ensuite établir une cartographie de ces formes d'intelligence et de voir à quel niveau elle en est. Est-ce que je suis à 20%, est-ce que je suis à 50%, est-ce que je suis à 90% ou 100%. Ces formes d'intelligence-là, quand on est à 100% du potentiel ou proche, ok, c'est évident, pas besoin de travailler trop. Par contre, les autres, il va falloir les booster. Et c'est en ça que l'accompagnement est fondamental chez les hauts potentiels. Et donc, pour cela, il faut une détection, une identification de ces formes d'intelligence. Et troisièmement, en synthèse, c'est que ces différentes formes d'intelligence, ces différents territoires, chaque forme d'intelligence, on pourrait l'appeler un territoire. Eh bien, quand on en stimule un, ou on le met en activité, bien souvent, il interagit avec d'autres. C'est-à-dire que si j'écoute de la musique, si je joue de la musique, eh bien, je vais aussi apprendre et développer mon intelligence logico-mathématique. Parce que dans la musique, il y a aussi cette valeur essentielle, structurelle des mathématiques. Mais l'un est encore différent de l'autre. Parce que une intelligence va solliciter une forme ou une zone ou une concordance de différentes zones cérébrales qui ne seront pas les mêmes qu'une autre forme d'intelligence. Et c'est ça qu'il est important de comprendre. Donc en fait, il est fondamental de pouvoir développer différentes formes d'intelligence et ne pas se concentrer que sur une ou deux. Et c'est bien souvent pour cela d'ailleurs que les hauts potentiels sont réputés pour être très intéressés par beaucoup de choses, sont en demande de nourriture dite intellectuelle, mais c'est pour mieux nourrir et explorer et exploiter ces différents territoires et donc ces différentes formes d'intelligence. Alors maintenant que vous savez tout ça, je vous invite à reprendre la liste de ces différentes formes d'intelligence et d'essayer de détecter quelles sont celles pour lesquelles vous vous reconnaissez ou vous reconnaissez la personne que vous identifiez comme haut potentiel. Et je vous mettrai en barre d'infos la littérature dont je viens de vous parler dans cette vidéo qui est de Howard Gardner, Les intelligences multiples. Et que vous avez aussi, pour ceux qui aiment lire et stimuler tout ce qui est langue étrangère, eh bien, son livre en anglais. Et je vous invite à commander tout ça dans la librairie locale la plus proche de chez vous. Et je vous dis à très bientôt.